C'est ce qu'a expliqué Bennett lorsqu'il s'est rendu à Washington pour rencontrer Biden. Il lui a expliqué en substance que si le nucléaire iranien représentait une menace stratégique pour les États-Unis, pour Israël, c'était une menace existentielle. Et nous allons faire un tour d'horizon de la vie politique israélienne comme chaque lundi. Et pour cela, nous allons recevoir Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Notre chroniqueur politique de Studio Kelita pour parler, alors justement un peu, puisque nous sommes pratiquement en début d'année, Rosh Hashanah c'était il y a quelques jours, on va parler des priorités du Premier ministre Naftali Bennett pour cette nouvelle année juive 5782. Quelles vont être ses priorités pour le Premier ministre ? Alors évidemment, le Premier ministre Bennett n'est pas vraiment tunisien, mais il y a quand même 5 priorités que j'ai pu recenser, à part une 6e, qui est en fait évidemment la gestion de l'épidémie de coronavirus dans sa version Delta, qui n'est pas du tout évidente compte tenu des chiffres de propagation de cette pandémie. Mais à part ce dossier sur lequel il va être je dirais testé et presque jugé, j'allais dire, on en a déjà parlé. En fait, il y a 5 dossiers pressants qui sont sur son bureau, qui sont tout d'abord, bien sûr, le dossier iranien, et c'est quand même le plus important, dans la mesure, c'est ce qu'a expliqué Bennett lorsqu'il s'est rendu il y a une dizaine de jours à Washington pour rencontrer Biden. Il lui a expliqué en substance que si le nucléaire iranien représentait une menace une menace stratégique pour les États-Unis, pour Israël, c'était une menace existentielle. Et donc, on a une situation si vous voulez, dans ce dossier, on ne va pas en parler en long et en large, mais il y a une différence aujourd'hui, 3 mois après la mise sur pied du gouvernement Bennett, avec la situation qu'il y avait justement à ses débuts, c'est que il y a, si vous voulez, une sorte de méfiance, ou du moins une marque d'arrêt décidée par Washington, non pas du processus diplomatique, puis c'est ce que Biden a expliqué à Bennett, que les États-Unis croyaient encore en la carte diplomatique, donc ils allaient faire quelques efforts, on ne sait pas très bien lesquels, mais en tout cas, il y a quand même une marque, surtout de la part du secrétaire d'État américain Blinken, qui a d'une certaine manière mis un certain nombre de conditions, et donc on n'est plus exactement dans le même empressement celui qu'on connaissait à 3 mois des États-Unis de conclure un réengagement de l'Amérique dans le traité de Vienne. Il y a disons que ça a marqué le pas, tout simplement parce que l'Iran, lui, ne tient compte de rien et continue à la fois d'enrichir d'uranium à 60% et plus, refuse les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique et multiplie la préparation de missiles, et donc en fait fait comme si de rien n'était. Donc les Américains sont méfiants, mais en même temps ils ne peuvent pas se démettre si rapidement de la carte diplomatique. Donc ça, c'est un dossier brûlant, et d'autant plus brûlant que à la fois les membres de l'Establishment de Defense et Bennett lui-même ne perdent pas une occasion pour dire qu'Israël, de toute manière, fera ce qu'il devra faire pour assurer sa défense. Alors le deuxième sujet... Ça, c'est sur l'Iran, ouais. Le deuxième sujet qui vient après, dont on parle moins, mais qui est quand même très problématique dans les relations avec Washington, c'est les relations, justement, les liens triangulaires entre la Chine, les États-Unis et Israël. C'est un sujet qui était abordé à Washington, un sujet assez tendu, puisqu'il semblerait que Biden soit encore plus préoccupé que Trump par les velléités chinoises d'hégémonie au plan économique, au plan stratégique dans le Pacifique. Et ça a comme incidence la demande expresse faite par l'administration de Biden qu'Israël modère les investissements chinois en Israël même. On sait que ce sont les Chinois qui ont construit la réfection à neuf du port de Haïfa et de Ashdod, mais il y a beaucoup d'autres projets. Oui. Et conséquence de je dirais, cette demande américaine, c'est qu'au retour de Washington, Israël a gelé un projet d'investissement chinois dans la construction du tramway de Tel Aviv et du métro de Tel Aviv. Et donc, c'est un sujet qui continuera. Les Américains ne veulent pas que les Chinois aient porte ouverte. Une sorte de bras de fer qui s'instaure entre Washington et Pékin.
Voilà. Alors, le troisième dossier, bien sûr, c'est le dossier palestinien. Mhm. On connaît les divergences qui existent sur le papier entre les États-Unis et Israël, sur la construction en Judée-Samarie, sur la nécessaire relance pour Washington des négociations de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, le processus de paix, qui serait axé à nouveau sur cette formule mythique de la solution à deux États. Et puis aussi, et plus concrètement, je dirais le débouché de ces divergences, c'est que sans qu'on en ait beaucoup parlé lors de la dernière rencontre, il y a à l'ordre du jour cette fameuse ouverture éventuelle du consulat palestinien à Jérusalem, ce qui serait un fait sans précédent dans la diplomatie américaine, qui dispose déjà d'une ambassade et qui ouvrirait un tel consulat pour donner une sorte d'espoir et une promesse que Jérusalem pourrait être aussi la capitale du futur État palestinien aux côtés d'Israël. Bref, on connaît le sujet, mais c'est un sujet un peu grinçant. Alors, d'autant plus grinçant pour Bennett qu'il n'a pas les coups des franches et qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a évidemment au sein de son gouvernement des pressions qui viennent à la fois de la droite, de son propre parti Amina, mais aussi du Nouvel Espoir, parti Nouvel Espoir qui donne ça, mais surtout à gauche, au centre-gauche avec le parti bleu et blanc de Gantz. Ça aussi, on en reparlera, mais aussi, évidemment, le parti travailliste dans une moindre mesure, mais le parti arabe de Abbas, qui est RAM, qui aussi exerce des chantages sur ce sujet. Alors, concrétisation de ce bras de fer à l'interne au gouvernement, la fameuse rencontre d'il y a 10 jours entre Gantz et Abbas, qui finalement a mis Bennett dans la bara, puisqu'il avait le choix entre désavouer, c'est ce qu'il pensait en fait, désavouer cette rencontre ou la minimiser. Alors il a choisi de la minimiser pour pas apparaître contredit par ses propres ministres, mais c'est un épisode qui montre que sur ce dossier, les choses ne sont pas très faciles. Enfin, il y a deux autres dossiers connexes au plan sécuritaire et international. Il y a la situation à Gaza, où là, le partenaire d'Israël, c'est le partenaire égyptien, et éventuellement la Jordanie, pour essayer de modérer le Hamas. Et on voit bien que les apports financiers du Qatar ne suffisent pas, puisque le Hamas fait monter les enchères. Et puis, le cinquième dossier, qui est loin d'être simple, c'est l'élargissement attendu à Jérusalem depuis de longs mois des accords d'Abraham, qui marchent pas assez fort, semble-t-il, comme on l'a vu récemment avec les Émirats arabes unis et le Maroc, mais qui stagne avec le Soudan. Donc, vous voyez... donc ça, c'est les sujets les plus importants qui tendent Naftali Bennett. Au niveau, on va dire, au niveau de la scène internationale, pratiquement. Vous voulez rajouter quelque chose, Richard ? Non, je veux dire que justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est au moment de Rosh Hashanah, on fait un peu le bilan perspective. Là, ce sont les perspectives. Mais si vous voulez, on peut dire que 5782, Bennett a toute l'année pour essayer d'avancer sur tous ces dossiers, ou en tout cas la majorité d'entre eux. Et ce sera pas il n'y aura pas la partie facile pour des tas de raisons. À la fois la situation internationale qui est très agitée, la situation régionale, mais aussi c'est les pressions internes. Alors justement, on va parler justement de cette scène politique israélienne qui est très tendue actuellement, avec bien entendu les pressions internes, avec cette coalition qui est composée de différents partis qui ne sont pas tout le temps d'accord sur tous les sujets. Alors, est-ce que là, on va avoir un changement dans cette scène politique israélienne ? Eh bien, écoutez, on peut dire que ces 3 premiers mois, il y a une maxime dans la pensée juive connue des auditeurs qui ne vaut pas simplement pour les questions spirituelles, mais ça vaut pour tous les aspects de la vie. C'est Sof Maaseh Bemarshva Trila. Finalement, ce qui va se passer est contenu dans la manière dont le début s'est mis en place. Or, c'est valable pour le gouvernement Bennett, puisque malheureusement, on peut dire le changement... puisque ce gouvernement s'appelle gouvernement de changement, le gouvernement de changement, d'une certaine manière, ça ressemble plutôt à de la continuité dans le changement, ou un changement dans la continuité, comme on disait sur la scène politique française, mais il n'y a pas eu vraiment un renouveau de la politique, de la scène politique israélienne, et pas un nouveau souffle, en tout cas, sur cette scène politique très acerbe et quelquefois très venimeuse, et ce pour 2 raisons. D'abord, vous le disiez à l'instant, il y a un gouvernement hétéroclite,
idéologiquement et hétérogène au niveau de sa composition, pour gérer alors qui est là effectivement pour gérer les affaires courantes et qui s'efforce de le faire, mais aussi qui a été mis sur pied pour empêcher le Likoud de Netanyahou de revenir au pouvoir. Et donc, ça laisse la place à toutes sortes de moments de chantage et de pression qui viennent évidemment des partis périphériques, mais qui sont indispensables pour réunir les 61 députés. Je rappelle aux auditeurs que ce gouvernement ne tient qu'à une voix de majorité à la Knesset. Alors, la deuxième raison, il faut quand même la mentionner, c'est le sectarisme outrancier avec lequel le Likoud et il faut dire son premier ministre, ex-premier ministre Netanyahou, agissent sur la scène publique et notamment à la Knesset, en ne cessant de délégitimer le gouvernement Bennett dans tous les forums possibles, à commencer justement par celui de la Knesset, en répétant à l'envi que Naftali Bennett est un menteur, qu'il a fait de fausses promesses à son propre électorat, comme si les autres politiciens ne faisaient pas de fausses promesses et n'étaient pas aussi d'une certaine manière des menteurs. Je vous signale d'ailleurs que dans le Talmud, on dit que le terme politica est un terme grec qui est issu de la même racine que celui qui désigne le menteur. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé ça aujourd'hui. Et donc, on est dans une situation, comment dirais-je, où on voit bien cette guérilla très acerbe du Likoud qui agit en fait, il faut le dire, en fibusier frustré du pouvoir, en refusant de participer à certaines commissions de la Knesset, au prétexte qu'il n'a pas obtenu les présidences des commissions qu'il souhaitait, en se prétendant le premier parti, ce qui est vrai au niveau de l'électorat. Bref, cette situation entraîne une politique de la terre brûlée qui m'a fait penser à ce dicton très bolchevique. D'ailleurs, ça paraît bizarre de la part d'un parti de droite, mais ça cadre aussi avec l'état d'esprit de la politique israélienne. C'est ce qu'avait dit Lénine, le fameux leader bolchevique de 1917, au moment de la première petite révolution entre guillemets bourgeoise, la social-démocratie en février, avant la révolution rouge d'octobre. Il avait tout fait pour descendre les sociodémocrates auxquels il s'opposait en tant que communiste, et il avait eu cette phrase: ce qui est bon pour vous est mauvais pour nous, et ce qui est mauvais pour vous est très bon pour nous. Et donc on a l'impression que le Likoud, sans du tout être un parti bolchevique, mais avec des méthodes un peu bizarres, agit dans ce sens et fait une guerre de guérilla, une guerre de position. Il refuse de participer à ces commissions, en sachant que peut-être, on discute actuellement de ce qu'on appelle les arrangements budgétaires, après que le budget, ce fameux budget qui n'existait pas depuis 3 ans, a été adopté il y a une quinzaine de jours en première lecture. On doit, avant de faire les secondes et troisième lectures pour la valider, on doit faire adopter la loi des arrangements, c'est-à-dire tous les équilibres budgétaires. Et en jouant la montre, le Likoud sait qu'on se rapproche de la date pas si lointaine du 14 novembre, qui est la date butoir, au soir de laquelle, à minuit, si le budget n'est pas adopté et voté par la Knesset, eh bien, le gouvernement tombe et on va vers de nouvelles élections. Et donc là, il y a un vice de forme qui envenime la situation. Et aussi, il faut dire, à cause du point de vue, cette fois-ci, de la coalition, et pas seulement du Likoud, du fait que la coalition s'est empressée d'appliquer la loi norvégienne, c'est-à-dire la disposition constitutionnelle qui oblige celui qui est ministre à laisser sa place à un député du même parti et démissionner de la Knesset. Et ça a eu pour effet assez, je dirais, paralysant, le fait qu'une vingtaine de députés qui étaient donc membres du gouvernement, qui sont devenus ministres ou secrétaires d'État, eh bien, ont laissé leur place à des novices, à des gens qui dansent sur plusieurs pieds, qui sont pas très maîtrisés par leur propre parti. Alors cela, ajouté au caractère hétéroclite du gouvernement, ça crée beaucoup de flottements, des marchandages et des blocages. Et on n'est pas prêt d'en sortir, avec quand même la date butoir, je répète, du 14 novembre. On a l'impression que Netanyahou et le Likoud attendent dans l'ombre qu'on n'y arrive pas pour pouvoir, en fait, revenir au pouvoir. Et le dernier sujet qui est lié aussi à ce sujet donc de cette scène politique assez tendue, c'est le leadership de Naftali Bennett qui est davantage menacé par Benny Gantz, le ministre de la Défense, que par Yair Lapid.
Oui, la raison, disons la moitié des raisons qui font qu'on a cette situation, c'est on a déjà expliqué comment Lapid attend lui la rotation et laisse Bennett monter en première ligne sans le gêner. Donc il attend son heure, Lapid, pour devenir Premier ministre. Mais celui qui joue les troubles faits, c'est Benny Gantz, qui n'a pas du tout la même timidité et la même rétention qu'à l'époque où il faisait face à Netanyahou, où il faisait vraiment pas le poids. Il était vraiment, il ressemblait à un novice cette fois-ci. Peut-être que ce sont ses conseillers, peut-être que c'est sa propre conscience qui l'ont poussé à se jeter à l'eau et à vouloir rehausser son profil de premier ministrable qui veut faire preuve de leadership et ça s'est manifesté comment? D'abord, il faut savoir qu'il existe un vieux conflit entre Gantz et Bennett qui remonte à l'époque de l'avant-dernière guerre de Gaza, quand Bennett, en visitant Gaza, avait constaté qu'il y avait des tunnels et qui avait exigé du gouvernement, il était à l'époque dans un des cabinets de Netanyahou, il était ministre de l'économie, il avait exigé et fait voter le gouvernement sur la destruction des tunnels, qui n'était pas à l'ordre du jour, et en rendant indirectement responsable Gantz, qui était chef d'état-major à l'époque, de cette situation stratégique délirante. L'armée connaissait l'existence des tunnels, mais avait pas trop alerté le gouvernement sur ce sujet. Donc là, il y a un vieux contentieux. La seconde raison, c'est que c'est une raison intuitu personae, c'est-à-dire qu'en fait, Gantz n'aime pas du tout Bennett et n'aime pas la manière dont il gère les affaires et son mode de gestion, et donc il perd pas une occasion pour le critiquer, pour le contenir ouvertement. Et ça s'est traduit comment? Troisième conséquence en cascade, par d'abord des contacts de Benny Gantz qui ont été mentionnés à plusieurs reprises avec le Likoud pour envisager en pointillé, parce que dans la politique israélienne, vu la confusion qui règne, il y a toujours des contacts de ce genre informels, pour envisager la constitution d'un gouvernement alternatif avec le Likoud. Bon, il y a eu des démentis, etc., mais n'empêche que c'est une idée qui a traversé la tête de Gantz. Et puis, concrètement, pour se donner une image d'homme d'État et de, je dirais, de générateur d'initiatives, Gantz a suscité cette fameuse rencontre avec le numéro 1 de l'autorité palestinienne, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et l'a rencontré à Ramallah en plaçant Bennett dans l'embarras. Et ce n'est que des prémices parce que, comme je le disais, Gantz aujourd'hui tente sa chance en sachant qu'il y a justement des deadlines dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Et si le gouvernement chutait, il y aurait peut-être une alternative à laquelle il songe, qui serait pas du tout de faire rentrer Netanyahou comme Premier ministre, mais peut-être de faire valoir, on en avait déjà parlé, l'accord qui maintenant est désuet, qui est caduc, comme on dit, qui avait été passé avec le Likoud, à savoir qu'après le mandat de Netanyahou, ce serait lui, Gantz, qui dirigeait un gouvernement donc entre le parti bleu et blanc et le Likoud, donc qui n'ont un type de gouvernement qui peut-être n'a pas dit son dernier mot vu la confusion actuelle. Voilà, alors si vous avez peur de ne pas avoir de travail pendant cette nouvelle année, Richard, je pense que vous en aurez. Ben voilà, ne serait-ce que dans les jours, je ne dirais pas les heures, mais les jours et les semaines qui viennent. En tout cas, Shana Tova. Shana Tova. Merci beaucoup, Richard.